Retournons, mesdames et messieurs, avec cette couverture des événements qui se passent dans les pays du Golfe et en Iran. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, qui va nous jeter la lumière sur la situation actuelle. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, bienvenue. Madame. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment prévoyez-vous les conséquences de cette frappe qu'ont menée hier les États-Unis et Israël contre l'Iran? Premièrement, permettez-moi de définir la situation. On ne parle pas de frappe. C'est une guerre annoncée et menée, une guerre conjointe entre les Israéliens et les Américains, pas seulement contre l'Iran, en fait, mais c'est contre les pays arabes et les pays islamiques. C'est une guerre totale menée par Israël pour préparer le chemin, l'annexation de la Cisjordanie et l'établissement d'un État selon les zionistes, s'appelle le Grand Israël ou Israël, comme a été préconisé par les idéologues zionistes dans le XXe siècle. Voilà comment je vois la situation. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est une prélude à quelque chose de plus grave, de point de vue égyptien, de point de vue arabe et de point de vue islamique, et je dirais, de point de vue la Charte des Nations Unies et du droit international. Donc vous voyez, Votre Excellence, que c'est on peut dire, un genre de guerre idéologique. C'est une guerre totale contre pas seulement les Iraniens, mais contre le Moyen-Orient, contre le peuple palestinien et contre les Arabes, en fait, à mon avis. On a vu comment cette escalade, ou plutôt cette guerre, comme vous venez de le dire, elle a entraîné, ou plutôt est-ce qu'elle va entraîner le déplacement d'une région ou de plusieurs citoyens de plusieurs pays, par exemple le déplacement des Iraniens, le déplacement des Israéliens, même le déplacement des habitants, soit les citoyens, soit les autres qui se trouvent dans les pays du Golfe? Est-ce qu'on va voir cela prochainement? Allô? Est-ce qu'on va voir ça prochainement, Votre Excellence? À ce stade-là, oui. C'est difficile à prédire les développements dans les semaines à venir. Parce que le scénario entre les Américains et les Israéliens n'est pas sûr et certain. Est-ce que ces deux gouvernements veulent le changement de régime en Iran? Si c'est ça le plan, alors cette guerre va durer. Mais on ne sait pas. En fait, on doit se poser la question, quand est-ce que les Israéliens et les Américains annonceraient qu'ils ont atteint leur objectif, la victoire qu'ils cherchaient? On ne sait pas. À quel moment ils vont annoncer ça? On ne sait pas. Alors, c'est tout de répondre à votre question, mais certainement, à ce stade-là, il y a certainement des inquiétudes de la part des gouvernements européens et de la part des gouvernements auxquels ces citoyens sont dans les pays du Golfe pour les évacuer là-bas. Mais le problème majeur, c'est presque toutes les lignes aériennes ont stoppé les liens avec les capitales du Golfe. Oui, on a vu hier comment, oui, je suis avec vous, je vous entends très bien, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi. On a vu hier comment le président Abdel Fattah el-Sisi a mené plusieurs contacts téléphoniques, plusieurs entretiens téléphoniques avec les rois et les présidents des pays qui ont été frappés, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis. Alors,
comment voyez-vous le rôle que joue l'Égypte pour l'apaisement de la situation actuelle comme médiateur? Je ne sais pas, madame, je ne suis pas certain si l'Égypte était médiateur. Non, elle n'est pas médiateur, mais quel est le rôle que pourrait jouer l'Égypte actuellement après le déclenchement de cette guerre? Je crois que en face des plans entre les Américains et les Israéliens, je ne sais pas si un pays arabe quelconque pourrait jouer un rôle, madame. Ça, nous sommes, comme je viens de le dire, à mon avis personnel, nous sommes on fait face à un plan israélo-américain, pas seulement pour attaquer l'Iran, mais changer la configuration de la carte géostratégique au Moyen-Orient. Alors, c'est un plan dangereux, c'est un plan qui pose une menace pour la sécurité nationale, pas seulement de l'Égypte, à mon avis, mais contre tous les pays arabes. Est-ce que vous voyez, Votre Excellence, qu'après la mort de Ali Khamenei, le guide suprême iranien, on peut dire que le régime iranien va changer facilement, ou bien ce régime est enraciné dans le peuple, puisqu'on a vu comment il y a des siècles que il y a un système du régime, en ce qui concerne, ce n'est pas seulement un système politique, mais on peut dire c'est un système idéologique également. Comment voyez-vous la situation après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei? Premièrement, permettez-moi de saluer le courage du feu Ayatollah Ali Khamenei. Il a insisté à rester dans sa maison, sachant qu'il pourrait être une cible pour les frappes israéliennes. Oui. Alors, Israël a rendu l'Ayatollah Ali Khamenei comme un martyr, comme un symbole, pour pas seulement la révolution iranienne, mais pour la nation iranienne. Et même, dans ce cas-là, même les opposants, soit les opposants du régime des Ayatollahs, soit les opposants de point de vue politique à quelques politiques de l'Ayatollah, du feu Ayatollah Ali Khamenei, même ces opposants-là vont certainement rester contre n'importe quel plan de changement de régime en Iran, premièrement. Oui. Deuxièmement, c'est difficile. Les Iraniens étaient conscients de la régression des révolutions en termes généraux. Et ils ont établi des structures, soit des structures sur le plan d'organisation politique du pays, ou sur les structures sur le plan de sécurité et militaire, que c'est difficile à préconiser, à prédire que les Israéliens et les Américains pourraient changer le régime maintenant. Je crois, à titre strictement personnel, je pense que c'est vraiment difficile à le faire. Et même s'ils arriveraient à un changement de régime, la situation politique à l'intérieur de l'Iran resterait déstabilisée. Donc, vous voyez qu'il y a, on peut dire, un plan auparavant, même avant la mort ou le meurtre de l'Ayatollah Khamenei. Alors, vous voyez qu'il y a le guide suprême iranien, qu'il y a comme un plan avant même le meurtre. Il y a un plan iranien qui a été fait avant le déclenchement de cette guerre et qui a été fait également par le guide suprême lui-même, qu'après sa mort, qu'est-ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Comme une cellule, vous voulez dire. Je pense que les Iraniens étaient conscients
aux menaces auxquelles il faisait face, même au niveau de guide suprême de la révolution iranienne. Ils ont pris toutes leurs précautions et on a vu hier, après l'annonce du meurtre de l'ayatollah Ali Khamenei, il y a une structure dirigeante, organe dirigeant qui consiste le président iranien, le chef de l'autorité judiciaire, ainsi que le commandant suprême des forces armées iraniennes, qui vont diriger le pays jusqu'à l'élection d'un successeur pour l'ayatollah Ali Khamenei. Mais je crois que l'Iran tient bon jusqu'à maintenant et certainement cette guerre aurait des rebondissements, des conséquences sur toute la région du Moyen-Orient et même à l'intérieur d'Israël. Mais certainement, cette guerre on doit être conscient et on doit l'admettre que cette guerre a été menée par les Iraniens et par les Américains et pas par les Iraniens. Et comme vous le savez, il y avait des discussions, il y avait des négociations entre les Américains et les Iraniens, et même des discussions étaient prévues pour demain, soit sur le plan technique ou le plan des négociateurs principaux, pour arriver à un accord. Sachant que c'est les États-Unis qui sont retirés du plan de 5+1 signé avec l'Iran en juillet 2015 durant l'administration de M. Barack Obama. C'est le président actuel des États-Unis, Donald Trump, qui a décidé de retirer son pays de cet accord cet accord nucléaire avec l'Iran en mai 2018. On doit toujours tenir ça en compte. Est-ce que, ou plutôt, comment avez-vous vu la réaction du président américain Donald Trump, qui était dans une maison en Floride? Il n'était pas même à la Maison Blanche et permettez-moi, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, il ne portait pas même d'habits, on peut dire d'habits comme uniforme pour un président ou quelque chose de près. Il portait des habits comme sportifs, permettez-moi. Alors, comment voyez-vous, ou bien, quelle est la signification de cette position prise par le président américain de sa maison en Floride? C'était pour moi quelque chose de ridicule. J'ai vu que c'est un peu étrange. Alors, son pays mène une guerre contre l'Iran, une des plus fortes ennemies des États-Unis, et en même temps, il se trouve non pas à la Maison Blanche, mais en Floride. Il portait des habits comme ça, comme s'il était en train de se promener. Moi, personnellement, madame, je n'étais pas surpris. Nous avons entré à quelqu'un, un président américain, de jamais vu dans l'histoire de la République américaine ou des États-Unis. Alors, je ne dirais pas que j'étais surpris par ce comportement, entre guillemets, irresponsable. Et moi, je vais souligner simplement que pour savoir, pour connaître la réaction, ça suffit de lire les commentaires des Américains sur les réseaux sociaux, à propos pas seulement du fait que le président américain suivait la guerre dans sa propre maison et pas dans ce qu'on appelle la Situation Room à la Maison Blanche à Washington, mais dans sa retraite, retraite luxueuse en Floride, en présence du chef d'état-major et le ministre de la Défense. Alors,
je laisse les commentaires, je laisse les réactions à ça aux Américains eux-mêmes, aux Américains eux-mêmes, madame. Oui. Une autre chose qui était pour moi un peu aussi étrange, c'est la frappe, ou plutôt la guerre qu'a déclenchée les États-Unis, Israël contre l'Iran. Alors, on a vu qu'ils ont pris la première frappe un samedi. Et pour moi, c'était la première fois que je vois les Israéliens qui commencent à une guerre le samedi, bien que nous savons tous que le samedi, pour les Israéliens, c'est non pas seulement un jour de congé, un jour férié, mais c'est également un jour au cours duquel ils ne doivent pas bouger même. Comment voyez-vous cette action qui était pour moi un peu... Est-ce que vous voyez que c'est un genre de tactique de guerre, par exemple? Moi, après votre permission, madame, moi, je m'attarde sur le fait que cette guerre a été menée, a été déclenchée durant le Ramadan. Et oui. c'est ça, madame, ce qui attire mon attention, a attiré mon attention. C'était même, permettez-moi, le 11, permettez-moi, c'était le 11 Ramadan, comme notre victoire était le 10 Ramadan, ça vient le second jour, le 11 Ramadan. Oui. C'était, de point de vue militaire, c'était peut-être pour les Israéliens, ils voulaient la surprise, faire la surprise. Oui. Et certains, peut-être, ils ont cru que les Iraniens pensaient que Israël ne mènerait pas la guerre, ne déclencherait pas la guerre durant le samedi. Peut-être. Mais moi, cette guerre a été déclenchée par les Israéliens durant le Ramadan. Et pour les musulmans, par les Israéliens, vous voulez dire par les Israéliens. Vous voulez dire par les Israéliens, non pas par les Iraniens. Oui. Les Israéliens ont déclenché cette guerre durant Ramadan. Et Ramadan est un des 4 mois dans le calendrier islamique auquel on ne fait pas de combat ou on ne mène pas la guerre. L'Ashhur al-Hurum. Oui. Alors voilà comment je vois les choses. Mais ça, ce n'est pas important pour le moment, madame. L'important pour le moment, de mon point de vue personnel, et ce qui va suivre la conclusion de cette guerre, et on ne sait pas quand est-ce que cette guerre va s'arrêter. Oui. Comment voyez-vous les répercussions de cette guerre en ce qui concerne, par exemple, le détroit de, non pas d'Ormuz, mais par exemple de Bab el-Mandab, qui est, on peut dire, qui est contrôlé un peu par les Houthis, qui sont les alliés de l'Iran. Comment voyez-vous les conséquences de cette guerre en ce qui concerne les détroits, soit d'Ormuz qui a été fermé, soit de Bab el-Mandab? Est-ce que l'Iran pourrait également fermer le détroit de Bab el-Mandab? Certainement, oui. Mais c'est quelque chose à tenir en compte. Mais le fait que le détroit d'Ormuz a été fermé, Bab el-Mandab maintenant, certainement la navigation internationale en mer Rouge va être fortement réduite, madame. Oui. Donc, il y a des conséquences lourdes de pertes économiques dans le monde entier et bien sûr qui vont toucher l'Égypte, par exemple en ce qui concerne le canal de Suez ou plutôt avec les prix de gaz, n'est-ce pas? Vous voyez cela? Oui, certainement. Là, en termes de prix du pétrole, les prix sur le marché, les marchés internationaux ont grimpé de 12%. Et le gaz naturel aussi. Mais il y avait hier, quelqu'un a dit que Israël a arrêté d'acheminer
d'exporter du gaz à l'Égypte. Oui, vers l'Égypte. Oui. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais si c'est vrai, alors nous faisons partie de cette guerre-là, même si nous n'avons pas, ce n'est pas notre décision, c'est la décision des Américains et des Israéliens. Oui. Alors, l'armée iranienne a déclaré avoir ciblé dimanche de bases américaines dans la région du Kurdistan en Irak et dans le Golfe, et en réponse aux frappes israéliennes et américaines qui ont tué le guide suprême Ali Khamenei. Comment voyez-vous la déclaration faite par l'armée iranienne? L'Iran, certainement, est dans une situation délicate vis-à-vis des pays du Golfe. Les Iraniens annoncent et insistent. Ils n'ont pas ciblé les pays du Golfe comme tels, oui. mais ils ont ciblé les bases américaines dans ces pays-là. Alors, on doit tenir en compte cette distinction. Oui. Mais pourquoi? Mais permettez-moi, Votre Excellence, je pense que les Iraniens savent très bien où se situent les bases militaires, et quand même ils ont frappé par exemple des hôtels qui se trouvent à Dubaï ou à Abu Dhabi, et alors ils ont frappé des sites civils, non pas des bases américaines. Un instant, madame. Dans la guerre, il y a quelque chose qui s'appelle quand vous tirez des missiles, alors vous êtes 99% sûr et certain sur les cibles. Mais il y a 1% qu'un missile ou plusieurs missiles vont certainement s'égarer et frappent des lignes dites civiles. Mais en tout cas, j'espère que les Iraniens vont arrêter de cibler les pays du Golfe, même s'ils annoncent qu'ils ciblent les bases américaines, desquelles les avions américains et les avions américains décollent pour mener des frappes à l'intérieur de l'Iran. Oui. On a vu comment également le président Abdel Fattah el-Sisi avait affirmé qu'il est nécessaire d'intensifier les efforts internationaux et régionaux pour contenir les tensions. Le chef de l'État a également réaffirmé le rejet catégorique par l'Égypte de toute violation de la souveraineté des États arabes ou de toute atteinte à leur sécurité. On peut dire, comment voyez-vous la réaction des Nations Unies, du Conseil de paix en ce qui concerne les déclarations faites par le président ici? Comment voyez-vous l'effet de ces déclarations et comment voyez-vous les conséquences de cette position? J'ai trois points à souligner, chère madame. Premièrement, le Conseil de sécurité a tenu une réunion hier. Hier, oui. Et devant cette réunion, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a insisté sur la déescalade et sur la nécessité de respecter le droit international, de respecter la Charte des Nations Unies, ainsi de respecter la souveraineté des pays, dans ce cas-là, la souveraineté de l'Iran. Personne, et ça c'est le deuxième point que j'aimerais souligner, personne dans le monde arabe a annoncé ou a insisté que la souveraineté de l'Iran et la sécurité de l'Iran a été bafouée par les Israéliens et par les Américains. C'est ça, voilà. Et troisièmement, je crois que cette guerre-là reflète une volonté, un plan israélien entre les Israéliens et les Américains de changer la carte géostratégique au Moyen-Orient. C'est ça, du point de vue égyptien, l'inquiétude. C'est ça le point principal, madame. Au vu de tout ce qui se passe actuellement en Moyen-Orient. Israël
comme le Premier ministre de cet État a annoncé devant l'Assemblée nationale des Nations Unies en septembre 2023, et en tenant dans sa main une carte de cette région qu'il ambitionne avec les pays pro-israéliens en couleur verte. Et voilà ce qui se passe maintenant. Lui, il essaye, il fait de son mieux de mettre son plan en œuvre. Alors, quelle est la position des pays arabes là-dessus? On attend toujours, chère madame. Alors, plutôt, on a vu comment les frappes qui ont été menées par Israël et les États-Unis sur l'Iran, ils étaient fortes. Et également, malgré cela, on a vu comment les États-Unis ont menacé d'alourdir leurs forces et on peut dire, de s'attendre à une réponse qui n'a jamais été vue dans le monde entier. De quoi s'agit ces frappes Madame. Monsieur Trump, il a déclaré ça aujourd'hui, oui. C'est de n'importe quoi, madame. Est-ce que les Américains vont répéter Nagasaki et Hiroshima à la fin de la Deuxième Guerre mondiale une deuxième fois? Je doute fort, madame. Je doute fort, madame. Mais si j'ai quelque chose à dire, moi, je salue la détermination et la fierté nationale des Iraniens et du gouvernement iranien qui tient la tête haute face à cette agression israélo-américaine. S'il y a, on peut dire, un message que vous voulez donner aux deux camps, quel est votre message? Quel sera votre message pour les deux parties? Pas pour les deux camps, madame. Moi, si j'ai un message, c'est un message au peuple iranien. Nous sommes avec vous face à cette agression d'Israël et des Américains. Alors, on a vu comment également la situation se déroule actuellement. Est-ce que vous pensez que ça sera une guerre régionale? C'est déjà une guerre régionale, madame. Ce n'est pas maintenant. Les Israéliens eux-mêmes et le Premier ministre israélien Netanyahou à plusieurs reprises durant les 2 dernières années a insisté que Israël lutte sur 7 fronts. Et voilà, et l'Iran, un de ces fronts-là. Et comme j'ai dit, madame, cette guerre n'est pas seulement contre l'Iran, c'est contre nous tous. Oui. Malheureusement. Je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, d'avoir été avec nous en ligne. Et on va enchaîner, bien sûr, la couverture des événements, des actions, de la guerre déclenchée entre l'Iran et les États-Unis, Israël. Et